La femme, matrice de l'humanité, elle éduque, conseille, guide. En bref, cette aide de l'homme a été pendant de nombreuses années dans l'ombre. De nombreux tabous, règles établies l'avaient cantonnée dans un rôle secondaire dans certaines cultures, quasi inexistante dans bien d'autres. Longtemps marginalisée, la femme a fini par oser donner de la voix, revendiquer, briser le silence. Les lignes ont commencé à bouger du côté de l'Occident, émaillées de marches à réprimer, d'intimidation. Ce vent de changement a touché l'Afrique, plus précisément la Côte d'Ivoire qui a intégré l'ONU depuis 1960. Une journée a ensuite vu le jour en 1975, la Journée internationale des droits de la femme. Et depuis, de nombreuses victoires sont obtenues. Des lois sont votées pour protéger les femmes et leur permettre de jouir de leurs droits, de tous leurs droits. En 1995, au moins 30 000 personnes de 189 pays se sont retrouvées à Beijing, en Chine, pour justement jeter les bases d'une alliance de mécanismes de protection des droits de la femme. 30 ans après Beijing, où en sont les droits de la femme? Quelles sont les réalisations accomplies, les acquis et quelles stratégies pour l'avenir? Cette thématique nationale élaborée par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant sera au cœur de nos échanges dans cette émission. Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission « La femme de l'ombre à la lumière ». Nous avons avec nous sur ce plateau Maître Francine Akangui, présidente des femmes juristes de Côte d'Ivoire. Bonsoir, Maître. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Et à côté d'elle, Maître Sandrine Adon, juriste consultante en droit de la femme. Bienvenue à vous, madame. Merci beaucoup. Et à ma gauche, Nadège Kouadio, coordinatrice du Centre d'écoute d'hébergement Kabayaya de Femmes en Action d'Aboville. Merci, madame, d'avoir répondu à notre Merci, appel. bonsoir à vous. Et pour finir, nous avons Maître Thieu Vénance, conseil juridique agréé près la Cour d'appel d'Abidjan. Bonsoir, Maître Thieu. Depuis toujours, les gouvernements sont déterminés à faire avancer les objectifs d'égalité, de développement et de paix pour les femmes du monde entier en vue de réaliser l'égalité des droits et la dignité des femmes. Ce qui a suscité la tenue de la 4e conférence mondiale sur les femmes en septembre 1995 en Chine. Des résolutions ont été prises lors de cette rencontre. La Côte d'Ivoire a même signé la déclaration et le programme d'action de Beijing. Aujourd'hui, Maître Akangui, je vais me tourner vers vous. Quels sont les acquis de Beijing en termes d'avancées législatives et sociales? Merci beaucoup pour cette question. Effectivement, en 1995, donc ce sont, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, ce sont 189 États et plus de 30 000 ONG qui se sont retrouvés à Beijing pour statuer sur les questions de la femme. Et à Beijing, plus précisément, la notion de genre a été vraiment mise en exergue. Et au cours de cette conférence, donc, les États se sont engagés à prendre un certain nombre de mesures et de lois relativement donc, au statut de la femme. Et la Côte d'Ivoire, qui faisait donc partie de cette conférence, a effectivement respecté ses engagements, en tout cas en partie, parce qu'en matière de texte, depuis Beijing, donc 95 jusqu'aujourd'hui 2025, on peut dire que la Côte d'Ivoire a pris l'essentiel des textes qui devaient réglementer les questions de la femme. Ces questions-là, notamment, c'était les questions relatives à la femme et la violence, femme et la pauvreté, femme et santé, femme et économie, etc., etc., femme en politique. Et je pense qu'on aura le temps d'en parler. La Côte d'Ivoire a pris les textes de loi, en tout cas, dans ces différents domaines stratégiques. Quelles sont donc les réformes qui ont remodelé et amélioré les droits des femmes? Alors, les réformes, principalement, on va dire, sont les réformes en matière de droit de la famille, notamment la grande réforme de 2013 qui a retiré de la loi la notion de chef de famille pour le mari. C'est-à-dire que le mari n'est plus le chef de la famille depuis 2013. Et donc, de ce retrait, de cette suppression de notion de chef de famille, découle toute une série de conséquences, notamment la gestion conjointe aujourd'hui de la famille,
l'autorité parentale conjointe. Il n'y a plus la puissance paternelle pour des époux donc, qui sont mariés légalement. Aujourd'hui, la majorité pour se marier, c'est 18 ans. Vous voyez, donc c'est tous ces textes-là qui découlent de cette grande réforme du droit de la famille. Okay. Parlez-nous aussi des mécanismes mis en place pour réaliser les stratégies pour le respect des droits des femmes en Côte d'Ivoire dans l'avenir. Alors, je pense que c'est le ministère de la Famille qui aurait dû peut-être être là pour vraiment expliquer donc la vision du gouvernement là-dessus. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il existe des programmes, notamment un programme de lutte contre les violences basées sur le genre, qui font aussi partie des recommandations de Beijing. Il existe aussi des décrets qui doivent être pris, des décrets d'application des textes de loi dont je viens de parler, qui doivent être pris. Donc je pense que tout ça est en cours. Vous l'avez souligné, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant devait être présent, mais je pense que vous travaillez en synergie avec le ministère. Complètement. Les femmes sont-elles elles-mêmes impliquées dans la réalisation de ces stratégies? Oui, les femmes sont impliquées et maintenant, aujourd'hui, la difficulté, on va dire, c'est la vulgarisation des textes. Parce que les femmes sont impliquées dans les programmes, mais elles ne connaissent pas forcément les textes de loi qui sous-tendent ces programmes. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a un gros travail de vulgarisation et de sensibilisation à faire au niveau de tous ces textes de loi qui ont été adoptés depuis Beijing, donc ça fait 30 ans aujourd'hui. Notamment, nous avons une grande réforme en 2019 sur le droit de la famille. Ok. Quand on parle de droits de la femme, on parle beaucoup de VBG, violences basées sur le genre, des femmes qui sont violentées physiquement, psychologiquement, verbalement, n'est-ce pas? Nous avons le cas d'une femme qui a été même assassinée dans la commune d'Abobo, dont nous avons parlé ici dans notre reportage. C'est une femme de 39 ans, mère de 4 enfants, qui a été froidement assassinée le 23 février dernier à son domicile dans la commune d'Abobo. Et selon les témoignages, l'ex-compagnon de la victime avec lequel elle a eu une fille de 7 ans serait l'auteur du crime, en suivant ensemble cet élément de Ido Fofana qui était sur le lieu du crime. C'était un dimanche noir pour les habitants du quartier Terre Rouge à Abobo Ndotré. Adou Aou Djeneba, âgée de 39 ans et mère de 4 enfants, a été froidement tuée ce matin à la suite de plusieurs coups de couteau qu'elle aurait reçus. Selon les témoins, le présumé coupable serait le père de sa dernière fille. Selon la fille aînée de la victime, sa mère n'était plus en relation avec ce dernier, mais il tentait de la reconquérir, mais en vain. Le matin, quand j'ai réveillé à 8 h, ma maman est venue s'asseoir sur la terrasse. Maintenant, elle manipulait son téléphone. Maintenant, c'est là maintenant que le monsieur a commencé à appeler. Maintenant, il ne prenait pas ses appels. Maintenant, je lui ai dit, quand ça pété, on va sortir un peu, on va aller se promener. Donc, c'est comme ça que moi, je suis rentrée dans la douche. Maintenant que je suis rentrée, j'ai entendu une voix. Maintenant, j'ai entendu la voix du monsieur. C'est là que j'ai su que le monsieur est là. Maintenant, après, j'ai entendu des cris. Donc, je suis sortie, j'ai vu du sang, tout et tout. Et mon petit frère avec ma petite soeur, ils ont entendu se battre pour lui arracher le couteau. J'ai attrapé le couteau. Donc, quand j'ai attrapé le couteau, j'ai lutté avec lui. C'est là maintenant que quand j'ai tiré le couteau, moi, ça m'a coupé. Maintenant, le voisin, lui, il est rentré. Le présumé meurtrier ne serait pas à son premier forfait. C'est une relation qui n'a pas marché. Maintenant, une première fois, c'est comme ça qu'il a poignardé son dos. Maintenant, nous, on n'était pas là. Donc, nous sommes arrivés au chien, on a donné les explications. Puisqu'elle ne pouvait pas parler, lui nous a dit qu'elle a été agressée. Nous, on ne savait pas. Donc, c'est après quelques mois, on a su maintenant que c'est lui qui avait fait ça. Donc, elle a décidé de ne plus se remettre avec lui. Elle s'est retenue au village. Ce drame laisse la famille et le voisinage dans le désarroi. Avant d'être arrêté par la police, le meurtrier a aussi poignardé 2 enfants de la victime. Ils ont été tout de suite conduits au CHU de Trècheville et au CHU d'Abobo ou Fouette-Boigny pour des soins. Le présumé coupable, lui, devra répondre de ses actes devant les juridictions compétentes. Voilà, la question des VBG demeure une réalité. Il y a encore des insuffisances. Une question est sur toutes les lèvres. Comment juguler ce fléau? Madame Kouadio, nous nous tournons vers vous parce que vous dirigez un centre d'hébergement justement qui vient en aide aux survivantes, aux victimes de VBG. Oui.
Oui, effectivement, je suis coordinatrice du centre d'écoute et d'hébergement des survivantes de VBG, dénommé Kabayaya Fofana. Et dans ce centre-là, nous prenons en charge toutes les suivantes et victimes de VBG. D'où nous est venue la création de ce centre, c'est ce genre d'histoire où cette pauvre jeune fille, cette jeune femme, si elle avait pu avoir une personne à l'écoute, elle aurait pu trouver une personne favorable, capable de la recueillir et de l'éloigner de son bourreau, elle aurait eu la vie sauve. Mais compte tenu du fait qu'elle est restée dans cet environnement d'insécurité, parce qu'elle n'a pas pu au premier abord dénoncer voilà, son partenaire comme une personne violente qui l'a déjà agressée, elle a minimisé l'acte et c'est ce qui a conduit aujourd'hui malheureusement à ce féminicide. Parce que là, oui, c'est un assassinat. Voilà, ça va au-delà même des VBG, puisque ça a été prémédité. Voilà, ça a été longuement prémédité. Et pour lutter contre ce phénomène de VBG, nous sensibilisons les femmes, nous interpellons les femmes à ne plus se taire. Parce que le silence qu'elles ont peut leur être fatal, peut être mortel, soit pour elles, soit pour un membre de la famille, soit pour d'autres personnes, d'autres filles qui risquent d'être des victimes. Maître Ete, vous qui êtes, je crois, vous êtes conseil agréé près le tribunal d'appel d'Abidjan, c'est ça, je ne me suis pas trompée. Quelle peine en cours, près la cour d'appel d'Abidjan, quelle peine en cours cet homme qui a assassiné à coups de couteau son ex-compagnon? Alors, déjà, il faut dire que c'est un meurtre, c'est un crime. Donc, les peines vont aller entre 10 ans et 20 ans. Je parle sur la caution de Maître Ngui, qui est, elle, procédurière, on peut dire, aguerrie dans la matière. Donc, voilà. Maître Kakangui, qu'est-ce que vous avez à dire? Non, vous avez dit 5 et 10 ans? Non, entre 10 à 20 ans. et 20 à 20 ans. 10 et 20 ans. 10 à 20 ans. Et il n'y a pas d'amende, il n'y a pas de... Si, il y a des amendes aussi, qui vont jusqu'à 5 millions, 10 millions. Et il peut avoir l'emprisonnement à vie. Il peut avoir l'emprisonnement à vie quand il s'agit justement d'un conjoint qui a perpétré Ce cas-là, est-ce que ce n'était pas prémédité parce qu'il est venu à la maison, comme vous l'avez suivi dans le reportage? Il est venu avec 2 couteaux. Oui. Et c'est d'autant plus prémédité qu'ils n'étaient plus ensemble. Oui. Voilà. Donc il a fait le déplacement, il est venu jusque chez elle avec des armes. Donc la préméditation, elle est évidente. Parce que s'ils vivaient encore sous le même toit, on pouvait dire, bon, peut-être qu'il y a eu une discussion, elle a provoqué, etc. Mais là, il est venu avec l'idée de mettre fin à sa vie. En tout cas, peut-être pas forcément mettre fin à sa vie, mais en tout cas, la blesser gravement. Okay. Et nous avons vu Madame la ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant a participé le 1er mars dernier à une marche dite citoyenne. Et à ses côtés, il y avait aussi la présidente du Sénat, Kandia Camara, qui est par ailleurs la maire de la commune d'Abobo. Et la ministre Nassene Batouré a évoqué justement la question des féminicides et des règlements à l'amiable. Et elle a dit règlement à l'amiable auquel elle dit non. Très souvent, Maître Adon, nous avons remarqué que dans les familles, quand il y a une violence conjugale ou quand il y a blessure d'une conjointe, généralement, on souhaite régler à l'amiable cette affaire-là. Ou même quand il y a viol sur une personne, d'un membre de la famille, on souhaite régler cela à l'amiable. Alors que quand on dénonce ces faits-là, ça emmène les auteurs de ces crimes-là à ne plus les recommencer. Exactement. Pourquoi est-ce que les familles ne se tournent pas justement vers la justice pour résoudre ce problème? Là, la question reste posée. Parce qu'effectivement, quand on décide de régler à l'amiable, on ne fait pas droit à la victime. En règle générale, ce n'est pas la victime elle-même qui décide de régler à l'amiable, c'est la famille autour, ce sont les autres qui prennent en charge la décision de régler à l'amiable. Par conséquent, la sanction que la personne, donc coupable, on va dire, aurait pu avoir, ce n'était pas ce qui se passe finalement. Donc, on a quelqu'un qui a forcément commis quelque chose de répréhensible et qui se retrouve dans la société. Qu'est-ce qui va l'empêcher de continuer?
Si cette personne-là sait qu'à chaque fois on peut régler à l'amiable ou on peut trouver une solution dans la famille, il n'y a pas donc ce sentiment d'avoir commis forcément quelque chose de mal. Donc le règlement amiable pour certaines situations peut-être, mais en ce qui concerne les VBG, en ce qui concerne les violences, en ce qui concerne les infractions qui vont porter atteinte à la personne humaine, il faut aller jusqu'à la répression. Il faut accepter de pouvoir laisser la justice suivre son cours pour que la victime elle-même, finalement, ait ce sentiment d'apaisement-là et que les autres soient protégés par la suite. Et souvent, quand on parle de règlement à l'amiable, cela soulève aussi la question des causes de féminicide. Parmi ces causes, la précarité, parce que nous savons qu'il y a 75% de femmes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Donc, quand on leur demande de dénoncer cela, de porter plainte, elles se disent non, c'est mon époux, je dois rester à la maison, mes enfants sont là. Est-ce que ce n'est pas dû au fait que ces femmes-là n'arrivent pas à s'assumer financièrement? C'est aussi l'une des causes, mais je pense que la première cause majeure, c'est que ces femmes-là, déjà, dès leur enfance, ont été éduquées d'une autre manière. Elles ont été éduquées en tant que femmes fortes. Pour elles, le sens d'une femme forte, c'est celle-là qui supporte tout. Que ce soit des douleurs, que ce soit des blessures, que ce soit des injures. C'est celle-là qui supporte la maltraitance, que ce soit de son homme, que ce soit de l'amour, la maltraitance, et d'être capable de supporter cela. Donc, on a en face de nous des femmes qui ont déjà cela en tête et la valeur ajoutée, c'est le fait qu'elles soient financièrement vulnérables. Parce qu'avec ces idées déjà préconçues, ces femmes-là ont du mal à être autonomes puisque pour elles, le seul et unique chef de famille qui puisse exister dans une maison, c'est l'homme. Donc, pourquoi me fatiguer alors que au village, dans ma famille, on m'a dit que c'est mon mari qui est censé tout faire de la même manière qu'il fait tout. Ainsi, il a le droit, tous les droits, même sur ma vie. Donc, cette femme-là, souvent, quand même vous arrivez à financer une activité génératrice de revenus, vous allez voir que les fonds que vous lui avez donnés vont servir de motif de réconciliation, d'adoucissement, de prouver son amour à son mari. Alors que c'est pour mener une activité génératrice de revenus pour qu'elle puisse être à même de se prendre en charge, de pouvoir aussi éduquer ses enfants et dans la maison, participer aux charges de la maison, avoir aussi son opinion, puisse être épanouie. Donc, vous voyez, l'un mis dans l'autre, vraiment, ça rend la tâche un peu plus difficile. Vous qui dirigez un centre d'hébergement, justement, quelle solution pérenne, en tout cas pérenne, je le dis, parce que souvent on donne des solutions, mais voilà, ce ne sont pas des solutions pérennes. Comptez-vous adopter pour protéger ces femmes, justement, qui pourraient subir le même sort que la femme assassinée par son ex-compagnon? Les solutions que nous leur proposons, comme Maître l'a dit tout à l'heure, c'est la vulgarisation des lois. Nous leur expliquons les lois terre à terre, leur disant que ce n'est pas de l'utopie. Il ne faudrait pas qu'elles pensent que c'est des lois qui sont destinées aux femmes de la ville. Parce que quand vous leur expliquez, elles vous disent que ce sont des lois d'Abidjan. Ça, c'est pour les femmes d'Abidjan, ça, c'est pour les grands types. Non, ce ne sont pas les grands types. Nous leur expliquons que vous aussi, vous avez des droits. Vous avez le droit d'avoir une activité. Actuellement, vous avez le droit même d'être des mécaniciennes si vous le voulez. Vous avez le droit même d'être des peintres. Ne pensez pas que forcément la femme, c'est une cuisinière. Pourquoi? Vous avez vos narines, vous respirez votre air à part. Votre mari aussi, il a ses narines, il respire à part. Chacun prend sa maladie. Alors pourquoi est-ce que ton droit qui te revient, au lieu de l'exercer, tu le donnes à l'autre et tu dis qu'il faut que l'autre l'exerce pour toi? Donc quand nous vulgarisons les informations, c'est terre à terre que nous leur expliquons cela, qu'elles doivent aussi pouvoir être épanouies, mener des activités. Même quand nous sommes dans une année électorale, les années électorales qui sont passées, même pour le droit de vote, on dit, mais comment je vais faire? Je dis, mais fais comme les hommes. Ils vous montrent les hommes. On va y revenir tout à l'heure pour l'année électorale. Mais comment se fait donc la prise en charge des féminicides en Côte d'Ivoire, en tout cas dans votre centre? Au niveau de la prise en charge déjà des survivantes, des femmes victimes de violences, des VBG, nous les accueillons et il y a la prise en charge qui compte au niveau de l'hébergement. Comme je dis, quand nous les recevons, nous parlons d'écoute. Et dans l'écoute, déjà, ça permet de comprendre l'étendue des problèmes que la femme rencontre. Voilà, vous pouvez avoir des femmes avec une intersectionnalité qui est criarde. C'est-à-dire qu'elle-même, elle est analphabète. Donc, elle-même, elle a du mal à pouvoir déceler en elle son potentiel, à prendre confiance en elle.
Par contre, vous pouvez trouver une autre qui est cette victime de violence, mais qui connaît son potentiel, qui sait ce qu'elle veut, qui désire s'épanouir. Donc, dans ces deux cas, d'abord après l'écoute, nous voyons dans quelle mesure est-ce que nous pouvons aider l'une ou l'autre. Le cas où elles ne sont pas blessées, sinon si elles sont blessées, le soutien médical se fait par l'organisation. Si psychologiquement elles sont beaucoup touchées, nous avons des psychologues qui viennent les prendre en charge parce que c'est très important le soutien psychologique. Si vous ne les prenez pas en charge psychologiquement, vous ne pouvez pas ouvrir leur confiance en elles. Elles n'auront jamais confiance en elles. Elles auront toujours peur de dire même le simple oui. Elles ne pourront pas vous le dire. Elles ne vous diront ni oui, ni non. Elles seront là à ne pas répondre. Donc, après la prise en charge psychologique, nous pensons maintenant à la resocialisation. Si elles désirent retourner dans le foyer, si elles désirent elles-mêmes se prendre en charge, si elles désirent rentrer en famille, en fonction de cela, nous leur proposons aussi le référencement à travers nos différents ministères de tutelle, comme tel que le ministère de la Famille, le ministère de la Solidarité. Nous avons le centre social. Qui vous accompagne toujours? Oui, qui nous accompagne. Nous avons même les autorités sécuritaires. Nous leur proposons tout ça. Même les autorités judiciaires. Okay. Nous leur proposons toute cette batterie pour qu'elles puissent profiter des programmes sociaux de gouvernement, pour qu'elles puissent pleinement être prises en charge. Parce que c'est un centre privé. C'est un centre privé. Nous faisons tout à fonds propres. Et Dieu merci, la présidente, dynamique présidente Irat Bazali de l'ONG Femmes en Nation, est aussi psychologue, parce qu'avoir des psychologues, c'est coûteux. Voilà, donc nous faisons d'abord avec ce que nous avons sur la main, et puis avec les organisations, je passe sous le contrôle de Femmes Juristes, je passe sous le contrôle de CACI, voilà, le collectif des activités de Côte d'Ivoire, ou dans des activités communes, nous pouvons recevoir des psychologues chaque 3 mois pour pouvoir renforcer le mental des survivantes. Ok, le législateur, que dit le législateur là-dessus en Côte d'Ivoire? Quelles sont les lois votées justement à l'Assemblée nationale pour protéger les femmes des VBG, Mathieu? Alors, on a une avancée majeure qui est la loi de 2021-894 du 21 décembre 2021, une loi qui tend à protéger les victimes des viols, des violences domestiques et autres violences sexuelles autres que domestiques. Cette loi-là qui va venir, on peut dire, encadrer, la vie dans un foyer, c'est-à-dire les comportements dans un foyer. Mais quelle loi? Est-ce qu'il y a une loi claire sur la répression? Une loi claire, oui, en fait. Parce que très souvent, la loi est floue. Non, la loi n'est pas floue. On a déjà notre code pénal. Comme on l'a dit tout à l'heure, on a vu le monsieur qui a tué la jeune dame. On a dit qu'il court entre 10 ans et 20 ans et même l'emprisonnement à vie. On a cette loi de 2021 qui va venir recadrer la famille parce que les violences basées sur le genre aussi se font certainement, se font aussi dans les foyers. Voilà, dans les foyers, le monsieur, il se croit tout puissant, il va battre la dame. Ou bien la dame, elle se croit tout puissante, elle va battre le monsieur. Bon, on est au 8 mars. Et voilà, et vous voyez, cette loi de 2021 va venir recadrer, va venir définir ce qu'est la violence sur le foyer, sur la famille. Et même aussi, on a souvent des familles qui vont prendre des jeunes filles dans des endroits comme au village, la jeune dame, elle vit tout ce qui est invivable pour un être humain. Donc cette loi de 2021, l'État ou le gouvernement ivoirien l'a instaurée pour recadrer tout ça, pour sanctionner tous ces actes qui tendent à vraiment violer la dignité humaine de la femme ou du genre. Voilà. Ok, merci Maître Thieu. Nous allons continuer notre entretien. Nous avons constaté aussi que de nombreuses femmes subissent des violences physiques, verbales et psychologiques. On l'a dit, on en a parlé avec Madame Kouadio et son centre. Plusieurs se replient sur elles-mêmes et souffrent intérieurement. Elles continuent d'être des souffres-douleurs de leurs bourreaux, parce que c'est comme ça qu'il faut les appeler finalement, refusant de les dénoncer ou de les quitter. Mais certaines femmes ont choisi de briser le silence. Elles ont brisé le silence. C'est le cas de cette survivante qui aide d'autres victimes à s'en sortir, suivant cet élément de Georgette Ido Fofana. C'est dans ce centre d'écoute, d'hébergement et de transit de l'ONG Femmes en Action que cette dame, que nous appellerons Jeannette, a trouvé refuge après avoir été victime de violences conjugales. Lorsqu'il va au travail, il vient. S'il a eu ses humeurs du travail, mais ça n'a pas été au travail. Sa colère, là, il déverse ça sur moi. Et devant les voisins,
Il m'a frappé jusqu'à il m'a déshabillé. Battue, violée et humiliée par ce dernier, Jeannette parvient difficilement à tourner la page de ce pan douloureux de sa vie. Devant ma fille de 2 ans, mon mari me déshabille, me frappe, il me maltraite. On dirait quelqu'un qui n'a pas de parents. Comme Jeannette, elles sont nombreuses, ces femmes victimes de VBG qui ont décidé de briser le silence en quittant leur foyer pour les centres d'accueil. C'est le cas également de cette survivante qui, après avoir levé le voile sur sa situation, a bénéficié d'une prise en charge médicale, psychologique et financière de l'ONG Bloom. Quand tu es dans le désespoir, quelqu'un que tu tends la main, vraiment, tu peux rien dire si ce n'est pas le merci à la personne. L'ONG m'a permis à faire une activité, à me prendre en charge moi-même. Aujourd'hui, autonome financièrement, elle aide d'autres survivantes à se reconstruire afin d'espérer un avenir meilleur. Les filles, si tu es dans un mariage, tu vois que ça ne va pas, ton mari te fatigue, te frappe, la belle famille te fatigue. Il faut dénoncer, tu vas t'asseoir que les enfants. Et si tu vas te rendre compte, un jour il va te tuer pour laisser tes enfants au fêlé. Grâce à son soutien moral et ses conseils, ces victimes arrivent à tourner la page. Moi, je sensibilise les femmes de briser le silence en fait. En Afrique ici, la soumission à 100%, 99%, c'est pour la femme. Donc, tu vois que ça va pas du tout. Tu t'es irrité. Selon ONU Femmes, 35% de femmes ont subi de violences sexuelles et physiques au cours de leur vie. La Côte d'Ivoire a enregistré en 2023 8862 cas de VBG. Comme nous l'avons vu dans ce reportage de Georgette Ido Fofana, une des survivantes a réussi à briser le silence. Oui. Mais il y a encore beaucoup de femmes qui ont peur. Elles ont peur de parler, elles ont peur des représailles, elles ont peur du lendemain parce qu'elles ne savent pas ce qui les attend si elles brisent ce silence-là. Qu'est-ce que vous leur proposez comme solution pour qu'elles n'aient plus peur, pour qu'elles arrivent à surmonter leur peur quand vous les accueillez dans votre centre? Bien, quand nous les accueillons dans notre centre, je vais encore répéter toujours, après l'écoute, parce que c'est très important, nous prenons... Pour surmonter leur peur. Oui, pour surmonter leur peur, nous les amenons à avoir confiance en elles. Nous demandons aux femmes, nous leur disons que face à la peur, pour pouvoir vaincre la peur, il faut qu'elles acceptent de se faire aider. Il faut qu'elles acceptent qu'on leur tende la main. Mais pour se faire aider, déjà, il faut qu'elles dénoncent. Non, pas forcément qu'elles dénoncent. Elle peut penser d'abord à sa vie. La première chose à laquelle nous demandons de penser, c'est à sa vie. Je prends une femme qui a été victime de violences, pour lesquelles nous avons eu écho et que nous sommes allés vers elle. Vous allez l'entendre dire que non, elle n'a pas envie d'avoir des problèmes. Mais la seule chose que nous devons lui dire, c'est que tu dois vivre. Tu dois pouvoir vivre. Parce que toi aussi, tu es une personne. Tu dois vivre pour ta famille. Tu dois vivre pour tes enfants. Tu dois vivre pour que tu sois demain heureuse. Tu n'es pas née au hasard. Et le premier soutien qu'on lui propose, c'est sa famille. Est-ce que tu as un parent qui peut te sécuriser, qui peut veiller sur toi, qui peut te mettre dans un endroit où on ne pourra plus te faire de mal? Quand elle dit si, nous l'aidons à pouvoir joindre ce parent-là et à se mettre dans un endroit sécurisé. S'il n'y en a pas, s'il n'y a pas de parents pour pouvoir la sécuriser, nous disons, nous allons te sécuriser, nous allons te cacher, mais nous ne dirons rien, puisque tu n'es pas prête à dénoncer, tu n'es pas prête à ce qu'on en parle. Donc nous allons nous taire, parce que c'est ce que tu veux. Mais nous, ce que nous voulons, c'est que tu acceptes de vivre. Mais quand vous les confiez à un parent qui accepte bien de les recueillir, oui. Est-ce qu'il y a un suivi après? Oui, nous avons de leurs nouvelles. Puisque nous avons le numéro de téléphone du parent, nous appelons régulièrement pour savoir est-ce qu'elle est bien entrée, comment est-ce que ça se passe. Nous essayons de mettre la voix au téléphone si elle a un contact pour voir comment est-ce qu'elle appréhende la vie. Et nous continuons de lui donner des conseils, de lui donner des orientations. Nous leur recommandons même de ne pas rester passive, mais d'être active dans des associations de femmes, dans des organisations qui militent en faveur des droits de la femme, des enfants. Nous leur demandons de bouger, d'avoir des activités génératrices de revenus.
Parce que nous savons que c'est quand elles seront éclairées et autonomes qu'elles seront à même d'activer leurs droits en dénonçant tous les abus, toutes les violences qui seront faites à leur encontre. Madame Kwadjo, combien de femmes victimes de VBG avez-vous accueillies dans votre centre? Dans notre centre, pour cette année. Et combien ont réussi à remonter la pente? Pour cette année 2025, jusqu'à là de janvier, nous n'avons que 12 femmes que nous avons reçues. Ah, vous n'avez que 12? Oui, oui. Ah, pour l'année passée, oui, de 2024, nous avons pu accueillir 94 femmes. Et quand je recule encore, à partir de 2023, nous avons pu accueillir 106 femmes dans notre centre. Et toutes ces femmes, la majorité de ces femmes ont pu remonter la pente à quelques échéances. La majorité combien? Quand je dis la majorité, je vais prendre d'abord sur les années passées, sur les 94 femmes que nous avons eues, nous pouvons confirmer que 84 femmes ont pu remonter la pente. Parce que nous leur avons fait comprendre que le seul moyen d'être épanoui dans la vie, ce n'est pas que l'homme les rendra heureuses, mais cela dépend d'elle-même d'abord. Cela dépend d'elle-même d'abord. Et il y a plusieurs qui ont été insérés dans les programmes sociaux du gouvernement. Oui, qui ont été insérés. Et pour d'autres, nous avons pu même les mettre dans des activités génératrices de revenus. Et pour cela, vous le faites avec d'autres ONG? Est-ce que vous travaillez avec d'autres ONG pour maximiser vos objectifs? Oui, l'union fait la force. Comme quelle ONG? Nous travaillons avec d'autres ONG, nous travaillons avec ORAF. Voilà, nous travaillons avec, j'ai cité tout à l'heure le CACI, nous travaillons avec l'association des femmes juristes, nous travaillons avec CPDFM de Sylvia Pata et même récemment nous sommes mis dans une coalition qui est née le 21 février 2025, c'est Tous unis pour nos vies. Parce que nous avons compris que le phénomène des VBG prend de l'ampleur. Plus on en parle, plus nous constatons qu'il y a quelques individus par endroits qui prennent malin plaisir, vous voyez, à pouvoir contourner la loi et à même arriver jusqu'au féminicide. Voilà, donc nous nous engageons ensemble contre les VBG. Ok, pouvez-vous nous donner des chiffres en termes de pertes en vie humaine en Côte d'Ivoire dues au VBG? En perte en vie humaine due au VBG, nous avons connu 4 cas de féminicide, nous avons eu des décès, mais l'organisation CPDM appuie déjà à partir des revues de presse collectées à 46 cas déjà de pertes en vie humaine, d'un féminicide. Et quand je remonte de 2020 à 2024, l'organisation Opinion Éclairée a pu mener une enquête. Au cours de cette enquête, elle a pu déjà détecter, prouver qu'il y a eu 419 cas déjà de féminicide en Côte d'Ivoire. C'est des chiffres qui sont au niveau de la société civile parce qu'au niveau du gouvernement, tout cela est inclus dans les VBG. Or, nous, organisations de la société civile, nous avons pu extraire ce petit noyau-là du grand chiffre pour alerter l'opinion publique, l'opinion internationale face à l'ampleur ou bien au fait que les VBG ont commencé à prendre une tournure un peu plus dangereuse. Ok, nous avons remarqué que les VBG sont prises en compte, en tout cas beaucoup en Côte d'Ivoire, que ce soit la tutelle et par les ONG, par les femmes juristes, par voilà, les hommes aussi qui sont à nos côtés, parce que les femmes ne sont pas seules dans ce combat, les hommes sont à leur côté pour les accompagner. Le pari aussi de la scolarisation de la jeune fille est pratiquement gagné. Le combat contre l'excision a beaucoup évolué. Un bémol, cependant, la question de la représentativité de la femme dans les instances décisionnelles. Nous avons des femmes ministres, c'est vrai, des femmes députées, pilotes, chauffeurs de poids lourds, un secteur pourtant réservé aux hommes. Mais à ce jour, aucune femme n'a occupé le poste de première ministre en Côte d'Ivoire. Il y a des compétences pourtant, des têtes bien faites qui ont bien souvent représenté le pays dans les sphères internationales et se sont bien illustrées. Nous avons des femmes technocrates avec un bagage intellectuel. La cession des femmes à la sphère des décisions est un droit, n'est-ce pas, Maître Thieu? Est-ce que les femmes prennent suffisamment part aux compétitions électorales pour occuper des postes de responsabilité, selon vous? Alors, moi, je pense que c'est une question de choix. Voilà. Nulle part en Côte d'Ivoire on a interdit à une femme de prendre part à une compétitivité électorale. Donc, voilà, c'est une question de choix. La femme qui est capable, il y a des femmes capables, bien sûr. La femme qui se sent capable peut présenter ses compétences à la nation et pourquoi pas.
nous la suivrons. Hein. C'est une question de choix pour moi. Présente à la députation. Oui, il y a des femmes députées. Maire. Oui, mais il n'y en a pas suffisamment. Il n'y en a pas suffisamment. C'est pour ça que j'ai demandé est-ce que les femmes prennent suffisamment part. Voilà. Le fait de savoir si les femmes prennent suffisamment part, comme je dis, c'est une question de choix pour la femme. Voilà, on a la femme, par exemple, la femme députée, ça a été son choix personnel. C'est vrai, c'est un choix, mais souvent les partis politiques proposent des hommes. Exactement. C'est ce qui se passe. Voilà. Hein. Ah oui, donc, elles n'ont pas tout le temps le choix. Hein. Voilà. Très souvent, ce sont les partis politiques qui proposent des femmes maîtres. Voilà pourquoi la loi est venue imposer un quota de 30%. Qui n'est même pas respecté. Qui est respecté maintenant. Les dernières élections, ça a été respecté puisque nous avons obtenu 34% de là, c'est bon. On a même dépassé. On a même dépassé. Donc, c'est pour dire qu'il y a des femmes. 34% de candidatures féminines, bon, seulement 15% ont été élus. Donc, ça veut dire que la population aussi ne vote pas les femmes. Donc, ça aussi... On compte quand même 6 femmes dans le dernier gouvernement mis en place en octobre 2024. 6 femmes, c'est pas mal, mais moi, je trouve que c'est peu. 6 femmes pour 30 et quelques ministres, c'est très peu. C'est vraiment très peu. Alors, à quand une femme première ministre en Côte d'Ivoire, qu'en pense la population? Pour le savoir, regardons ensemble ce reportage. L'idée de confier les rênes du gouvernement à une femme en Côte d'Ivoire ne déplaît pas. Une femme première ministre, pourquoi pas? Pour moi, je pense qu'une femme peut occuper le poste de Premier ministre dans la mesure où ce n'est pas le sexe en fait qui définit si quelqu'un peut faire quelque chose ou non. À partir du moment que la personne a les compétences nécessaires, je pense qu'elle peut gérer en fait. Quand une femme dirige, tout va normalement. Si une femme est capable de gérer un foyer, elle est capable de gérer un pays, elle peut gérer un pays. On a comme exemple Anne Loto. Je dirais Madame Françoise Remarque, parce qu'elle écoute. Et puis elle est posée. Moi je vois plus Kandia Camara avec son caractère. C'est une femme qui n'a pas peur, qui travaille. On voit déjà dans tout ce qu'elle mène. La ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Anne-Désirée Ouloto, elle, souligne l'importance des femmes dans les instances décisionnelles du pays. Les femmes doivent faire valoir leurs compétences, sans complexe. Et tous les hommes qui sont à des postes de décision doivent suivre l'exemple de notre I-Forchi par excellence, le président Alassane Ouattara. Nous pouvons montrer à l'opinion, à nos populations, qu'on peut faire la politique autrement, tout en étant femme. La femme a toujours une petite touche, surtout en politique. Et donc, je voudrais dire à mes sœurs qui m'écoutent ce soir, il faut vous engager en politique, il faut vous engager partout où vous êtes. Pour la ministre, une femme chef de gouvernement, c'est possible. Un jour, on a eu une femme ministre de l'économie. Un jour, on a eu une femme ministre d'État. Un jour, on a eu une femme présidente d'institution. On a aujourd'hui une femme présidente de la Cour suprême de Côte d'Ivoire. Un jour finit toujours par arriver. Un jour finit toujours par arriver. En janvier 2025, dans 26 pays, 29 femmes sont chefs d'État et ou de gouvernement. À ce rythme, il faudra 130 ans pour que la parité dans les postes de décision politique soit atteinte. Seulement 18 pays ont une femme chef d'État et 17 pays ont une femme chef de gouvernement, selon l'ONU Femmes. Une femme première ministre en Côte d'Ivoire, c'est possible, en tout cas selon les dires des citoyens que nous avons interrogés. Vous êtes du même avis, Maître Akangui? Tout à fait. On a énormément de femmes compétentes qui peuvent occuper ce poste sans complexe. Lesquelles, par exemple? Vous? Pourquoi pas? Pour abonder dans le même sens, des femmes ont été distinguées le 1er mars dans le cadre de la célébration de la femme. 50 femmes africaines les plus influentes selon le magazine Forbes. Elles ont été mises en avant. Parmi elles, Nialé Kaba, ministre de l'économie, du plan et du développement. Son parcours, son impact sur l'économie de la Côte d'Ivoire ont parlé en sa faveur. Nous l'avons rencontré pour vous. Je suis profondément honorée et émue de figurer parmi les 50 femmes les plus influentes d'Afrique selon le magazine Forbes pour l'année 2025.
Cette reconnaissance n'est pas seulement une distinction personnelle, mais également l'expression des années d'expérience, de rigueur, de persévérance acquises auprès du chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara. C'est l'occasion pour moi de lui exprimer ma profonde gratitude pour la confiance qu'il m'accorde depuis plus de 3 décennies. Collaborer avec lui depuis tant d'années, bénéficier de son leadership pour notre pays m'a permis de grandir et de contribuer activement à la transformation de notre nation. Pour moi, il est un mentor, une source d'inspiration constante. Je suis également heureuse de partager cette distinction avec les 49 autres femmes exceptionnelles qui figurent dans ce classement. Et tout particulièrement avec mes consoeurs ivoiriennes, Mesdames Marie-Joséphine Sidibé et Edith Brou. Je les félicite vivement. J'ai obtenu un baccalauréat scientifique, un bac C, au lycée moderne d'Abengourou, après les années collège, au lycée moderne de Bondoukou. J'ai obtenu une maîtrise d'économie à l'université d'Abidjan, aujourd'hui appelée Université Félix Houphouët-Boigny. Parti en France pour une thèse, j'y ai passé un concours pour intégrer une grande école, l'École nationale de statistique et d'administration économique, l'ENSAE, où je suis sortie diplômée ingénieur statisticien économiste. J'ai également obtenu un DEA à l'université Panthéon-Sorbonne. J'ai commencé ma vie professionnelle en 1989 en intégrant l'ENSEA d'Abidjan en qualité d'enseignante. En 1991, j'intègre la primature aux côtés d'un certain Alassane Ouattara, alors Premier ministre. Ce fut le début d'un long compagnonnage technique, puis politique, qui dure depuis plus de 30 ans. J'ai occupé différents postes de responsabilité dans l'administration. Et depuis 2011, j'ai occupé 3 portefeuilles ministériels, dont le dernier, ministère de l'économie, du plan et du développement. La politique est un domaine clé pour façonner l'avenir d'une nation. Les femmes apportent des perspectives différentes et souvent complémentaires à la gestion des affaires publiques. Leur présence est essentielle, non seulement pour une meilleure représentation des intérêts de toute la population, mais aussi pour garantir des politiques plus inclusives et plus équitables. Chaque femme a un rôle à jouer, que ce soit en tant qu'élue, militante ou citoyenne engagée. Comme nous l'avons remarqué, avec le temps, les lignes bougent dans le gouvernement, les institutions de la République, les corps constitués. La place et le rôle des femmes se confortent, n'est-ce pas? Oui. Comment renforcer la présence féminine donc, dans les instances de décision selon vous? Je reviens toujours à vous, Madame Akang. Oui, je pense que déjà, il faut pouvoir nommer plus de femmes, puisque la nomination, là, ne dépend pas d'une élection. Les élections, on a vu, c'est un peu plus difficile. Mais déjà, si on nomme plus de femmes à des postes de décision, elles auront un peu plus de moyens financiers. Parce que tout à l'heure, Maître disait, c'est une question de volonté. Ce n'est pas seulement une question de volonté, c'est une question de moyens aussi. Parce qu'il faut avoir les moyens financiers pour pouvoir faire de la politique. Donc, plus on aura des femmes nommées à des hauts postes de responsabilité, donc des femmes qui auront des moyens financiers conséquents, et plus celles-ci pourront se présenter à des postes électifs et seront élues. Oui, il y a beaucoup de femmes, hein, comme au Conseil constitutionnel qui est dirigé maintenant par Chantal Nanaba Camara. Elle est la présidente du Conseil constitutionnel. Et pour la première fois en Côte d'Ivoire, en tout cas, une femme occupe ce poste, si je ne me trompe pas, tout à fait. Qui est juriste. Et pour le chef de l'État, Alassane Ouattara. Elle était la première femme présidente de la Cour de cassation aussi. En plus. Ouais. Ah, il y a des têtes pleines, hein, vous avez vu des têtes en tout cas bien faites. Et pour le chef de l'État, Alassane Ouattara, la nomination de Chantal Camara vise à encourager la promotion de la femme aux responsabilités dans les institutions de l'administration et des entreprises publiques. Mais les femmes elles-mêmes devraient quand même s'impliquer dans ce combat, non, n'est-ce pas? Les femmes s'impliquent pas trop. Les femmes s'impliquent, mais vous savez, je pense que on est dans une société patriarcale et les partis politiques n'échappent pas à ce patriarcat. Et donc les partis politiques doivent eux-mêmes refaire leur propre mue, voilà, pour pouvoir faire monter les femmes qui militent dans leur parti politique au niveau décisionnel.
et ne pas les laisser jouer juste des rôles de mobilisatrices, restauration, secrétariat, santé, accueil. Il y a un juriste qui me disait que les femmes devaient s'impliquer plus dans ce combat en s'appuyant sur la loi relative à la représentativité de la femme dans les assemblées élues adoptée en 2019. Que dit cette loi? Oui, la loi, c'est de ça que je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que la loi impose aux partis politiques de mettre 30% de femmes sur leur liste. Voilà. Mais je pense qu'on devrait aller plus loin parce que notre Constitution prône la parité. On a voté cette loi de 30% parce que bon, il fallait quand même y arriver, c'était pas évident. On a été très combattus pour les 50%, donc on a lâché prise, on a accepté les 30%. Mais la Constitution consacre l'égalité homme-femme. La Constitution de 2016 nous dit bien que c'est la parité dans les emplois de l'administration publique et privée. Donc sur la base de notre propre Constitution, on devrait pouvoir nommer les femmes pour pouvoir combler le gap qui existe entre les femmes et les hommes au poste de responsabilité. Ok. On ne saurait partir de ce plateau sans évoquer la question des droits de la femme, n'est-ce pas, Madame Adon? Oui. La dot n'a pas d'effet légal en Côte d'Ivoire. Dans les coulisses, tout à l'heure, j'en parlais avec Madame Akangui et elle me disait que la dot n'a pas d'effet légal en Côte d'Ivoire et qu'une femme mariée traditionnellement qui perd son mari n'a pas le statut de veuve. Exactement. Comment vous expliquez ça? On l'explique simplement à partir de la loi. Donc en Côte d'Ivoire, pour dire qu'on est marié, il faut aller devant l'officier d'état civil. Donc le mariage, c'est l'union d'un homme et d'une femme qui est célébrée par devant l'officier d'état civil entre ces deux-là qui sont âgés de 18 ans révolus. À partir de là, cette union-là va produire des effets. Et ces effets-là vont permettre, par exemple, à la femme, lorsque le mari décède, d'avoir le statut de conjointe survivante. Il faut dire qu'il y a quand même une petite évolution, une grande évolution à ce niveau, parce qu'avant, cette femme-là, pour avoir droit à cet héritage, on va dire, elle devait attendre de passer après les enfants, les parents et tout. Donc aujourd'hui, elle a le même statut que les enfants, c'est-à-dire elle fait partie de ce qu'on appelle les héritiers du premier ordre. Seulement, la femme qui est mariée traditionnellement n'est pas concernée par cela. Celle qui est mariée simplement religieusement aussi n'est pas concernée par cela. Donc que fait le législateur pour protéger les femmes mariées traditionnellement? Il n'y a rien? Non, pour il y a un vide. Il y a une sorte de vide. À la limite, on peut partir sur des donations ou des legs de la part du prétendu mari. Mais là encore, il faut que ça vienne de lui. Donc, en l'état actuel des choses, il faudrait peut-être faire un plaidoyer pour que ces unions-là puissent être reconnues, pour que la femme donc puisse bénéficier pleinement des droits comme une femme mariée. Mais c'est vrai qu'en l'état actuel des choses, la situation n'est pas du tout protectrice pour les droits de la femme. C'est pour ça que toutes les femmes veulent se marier. Et voilà, il faut consolider leurs droits parce qu'aller jusque devant le maire, on a quand même une certaine protection juridique. Ok, qu'en est-il du déni des ressources? Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, quand on parle de déni de ressources, c'est le fait de refuser à quelqu'un l'accès à des moyens de revenus pour rendre cette personne-là autonome. Donc, quand on ne reconnaît pas à cette personne le droit de travailler, le droit d'exercer une activité professionnelle ou encore le droit d'avoir part à sa succession, à la succession qui lui revient. Par exemple, une femme, on sait que dans certaines de nos traditions, les femmes n'ont pas accès à la succession, à la propriété foncière. On va dire, comme elle est une femme, ce sont les hommes qui vont prendre et puis elle, on verra. Donc, quand on lui refuse ce droit-là, on va parler de déni de ressources. Alors que justement, dans nos droits, ou dans notre droit, c'est garanti. L'accès à la profession, l'accès à l'autonomisation, l'accès justement pour ceux qui sont mariés à la gestion de leurs biens dans le ménage est garanti. Même quand on est sous le régime de la communauté de biens, une femme a le droit de donner son avis avant que son mari ne puisse disposer de ces biens-là, même si ce n'est pas elle qui gagne quelque chose, même si c'est lui qui rapporte. Donc voilà un peu ce qu'il faut dire quand il s'agit de déni. Merci Madame Adon. Je vais me tourner pour la dernière question, en tout cas dans ce domaine, vers Maître Thieu. La pension alimentaire, c'est le nerf de la guerre après le divorce. Et les hommes se débinent, ils fuient leurs responsabilités. Que prévoit la loi pour les amener à payer? Alors, pour les amener à payer, je pense que la loi, quand on me demande que prévoit la loi, je vais dire tout va dépendre des effets qui vont découler du divorce. Voilà, je vais dire tout va dépendre de la procédure. Voilà, la pension alimentaire, alors en réalité, je vais dire de manière rationnelle, de manière humaine,
elle doit être due à la femme qui a parcouru un moment avec vous et qui a veillé ou bien qui veille sur vos enfants. Moi, je parle en termes humains. Sinon, en termes de droit, en termes de procédure, alors ça vient à la suite de plusieurs facteurs. Voilà, c'est ce que je peux dire. Parce que normalement, je veux dire, une femme qui s'est mariée avec un homme, et quand il y a eu divorce, et que le divorce a été prononcé au tort de l'homme, et qu'on lui demande de payer une pension alimentaire à ses enfants, parce que la femme peut-être à la garde des enfants, pas peut-être si elle a la garde des enfants, il se doit de payer une pension alimentaire à la femme, mais qu'il ne le paye pas. Est-ce qu'il n'y a pas bien sûr, il y a des mécanismes. Une sanction? Bien sûr, il y a des mécanismes. Hein. Il y a une sanction, non? Oui, exactement. Madame Adon, c'est quelle sanction? En fait, il y a, bon, bien sûr, quand on n'exécute pas une décision de justice, on est passible de peine d'emprisonnement, mais qui va aller jusqu'à poursuivre. Et la peine, c'est combien d'années? Peut-être. Quand on ne paye pas la pension alimentaire. Jusqu'à 3 ans. Hein. 3 ans seulement? Non. Bon, pas seulement quand même. Peine d'emprisonnement. Oui, parce que la plupart des hommes fuient leurs responsabilités. Alors, il y a une petite pas précision qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'en ce qui concerne la pension alimentaire, il ne s'agit pas forcément de divorce tout le temps. Il y a la pension qui est due parce que justement, on ne s'occupe pas de son enfant. Donc, même quand ils sont tous les deux ensemble? Quand ils sont tous les deux ensemble, il est tenu, même s'ils ne sont pas mariés, le parent est tenu de contribuer à l'entretien de son enfant. Ça découle de l'autorité parentale. Donc la femme peut saisir le juge directement pour qu'on l'oblige à contribuer. C'est sa contribution en fait à l'entretien de l'enfant. Et au-delà, bien sûr, dans le cas du divorce, au-delà de la prison, voilà, au-delà de la prison, on peut saisir. S'il a des travail, on peut saisir ses comptes. Voilà. Là, au moins, il s'exécute sans aller en prison. Merci, Madame Adon. Merci, Madame Akangui. À l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, nous recevons sur notre plateau Nadège Kouadio, coordinatrice du Centre d'écoute et d'hébergement Kabayaya Fofana de Femmes en Action d'Aboville, Maître Francine Akangui, présidente des femmes juristes de Côte d'Ivoire, Maître Thieu Venance, conseil juridique agréé près la Cour d'appel d'Abidjan, Sandrine Adon, consultante en droit de la famille. Que de chemin parcouru, de victoires obtenues, même si beaucoup reste à faire aujourd'hui. La lumière, lui, sur le visage de la femme en général et la femme en Côte d'Ivoire en particulier. Lumière des droits qu'elle a pu arracher au prix de 1000 combats, résilience, patience, travail. La femme et l'homme peuvent avancer ensemble en étant complémentaires et posséder le bonheur qui semble être abstrait. Aujourd'hui et toujours, la lumière éclaire et éclairera le chemin de la femme vers le bonheur par la force de son droit reconnu. Il faut cependant retenir une chose. Certes, tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Le premier article de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais droit de la femme ne signifie pas prendre le dessus sur l'homme. Il est question ici de bâtir une société forte, équitable, où chacun a sa place et joue son rôle. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Merveilleuse journée des droits de la femme à toutes et à tous. Merci, mesdames, d'être venues sur notre...